هذا هو حزب الاستقلال. C'est ça le parti de l'Istiqlal, Steven, et je pense à de la Chiropoul à chaque fois qu'on est tous réunis, et ça mérite d'être applaudi et d'être félicité. La chaleur humaine, cet esprit de famille qu'on rencontre à chaque fois qu'on est tous là, c'est ce qui nous anime, mesdames et messieurs, et c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant et d'organiser ce genre de débat. Et l'Alliance des ingénieurs istiqlaliennes prend toujours cet aspect et le fera toujours parce que c'est l'ADN de notre parti et c'est l'ADN de notre alliance. Longue vie à ceux qui ont réfléchi ces alliances, longue vie à ceux qui vont développer encore ces alliances. Et en votre nom, mesdames et messieurs, je tiens d'abord à féliciter tous les membres du bureau de l'Alliance de l'Istiqlal de la région Casa-Stade que j'ai l'honneur de diriger. Dieu sait combien d'efforts et combien de détails pour arriver à ces journées-là, pour qu'on soit 215 personnes dans la salle. Oui, ça mérite d'être applaudi et c'est ça notre parti. Messieurs les ministres, Monsieur Riyad Mazour, ministre du Commerce et de l'Industrie, qui nous fait honneur et de l'Industrie et des Commerces, désolé Monsieur le ministre, qui nous fait l'honneur d'ouvrir ce bel événement. C'est Abdel Jabbar Rachdi, d'abord l'ami, deuxièmement, vous êtes tous mes amis. Vous êtes tous mes amis. وهذه الميزه حزب الاستقلال السيد الوزير, tout le monde est l'ami de tout le monde, mais c'est Abdel Jabbar Rachdi à qui nous souhaitons bonne chance et bon courage avec la confiance qu'il a eue pour siéger au niveau de ce gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup à l'Alliance, c'est un ami de l'Alliance. C'est Riyad, c'est déjà un ami de l'Alliance depuis longue date. D'ailleurs, on ne peut pas imaginer des événements de l'Alliance des ingénieurs. On fera des jaloux certainement, mais c'est quelqu'un toujours qui a répondu présent à nos événements. Merci beaucoup. Sid Al-Muftish Al-Am, monsieur l'inspecteur général, félicitations d'abord au nom de l'Alliance officiellement. C'est Hanin, la cheville ouvrière, quelqu'un qui se fait très discret, mais c'est quelqu'un qui fait un bon travail, un énorme travail. Félicitations et bon courage pour la suite. Mesdames et messieurs, les parlementaires qui nous honorent aujourd'hui et qui sont toujours derrière les événements. سيد رئيس الغرفة ما بانش ليا, رئيس غرفة الصناعة والتجارة, ها هو السيد بارك الله عليك, شكرا على الحضور الدائم ديالك معنا. الهيئات الموازية للحزب كذلك, هيئات الموازية للحزب اللي حاضرة معنا دائما واللي كذلك كتشرفنا. سي نجاية لو meilleur est pour la fin. Le meilleur est pour la fin. C'est عبد الواحد الفاسي. إلا بغيت نبدا نقدمه خصنا يمكن ساعات طوال. الحاجة الوحيدة اللي نقول سي عبد الواحد الفاسي, شكرا للتأطير ديالك وشكرا لكل ما تقدمه لا للشباب الحزب ولا كذلك الهياكل الحزب, وهذا شرف اللي كنستقبلوك معنا دائما فيه ونستحضر المجموعة ديال الإنجازات ديالك. إلا بقيت نقول شكون اللي حاضر معنا يمكن غادي ندير واحد الساعة د المكانة. ميدام زي ميسيو لي بارتيزون لي زامي لي شنو سي احمد قول لي يلا شكون اللي نسيت؟ راه قلت الهيئات الموازية, قلتهم راه قلت الهندسية, هيئات كل الهيئات حاضرة, الهندسية خصوصا اللي حاضرة معنا, لوجاب, لونيم, الرابطة الصحفيين. شكون اللي نسيت عاود؟ لسنيم. شكون اللي نسيت عاود؟ المحاميين, رابطة المحاميين, مغاربة المهجر. الحاج شفيق شكرا للحضور ديالك. ويمكن هيمني تشيروا لي قولوا لي شكون. راني قلت لوجاب ولا احمد. عندنا d'abord on voudrait avant de commencer vous transmettre
d'abord les remerciements, les salutations et aussi les regrets de notre secrétaire général qui devait être parmi nous. Vous l'avez vu certainement à l'affiche de l'événement, mais il a été en urgence sur une mission à Tanger, mais il est dignement représenté. Il nous souhaite tout le succès pour cet événement. Le ministre du Transport et de la Logistique, c'est Abdessamad Rioux, qui devait être présent parmi nous, est encore retenu à l'instant même au Parlement. D'ailleurs, ses équipes sont là, ils sont en continuel contact avec ses bureaux et il est en train de discuter la loi de finances. Et donc, on l'attend d'une minute à l'autre pour venir, mais il a été très sympa pour d'avoir accepté de participer avec nous malgré l'agenda très serré et à charger nos amis, ces équipes qui sont parmi nous et que nous remercions pour étaler toute sa vision. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers amis, dans le protocole qui a été mis en place par mon ami Anouar, il a manqué une référence à une catégorie qui nous est chère au niveau du parti à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. Ikhwa A'da al-Jnat Nfidi al-Hizb. Vous pouvez les applaudir quand même, non? Et c'est quand même, je pense, ça méritait une mention particulière. Alors, j'ai la tâche, qui n'est pas facile, de parler de mobilité durable. Dans un pays où la mobilité est la troisième ou la quatrième préoccupation de nos concitoyens. Quand on pose les questions aux Marocains et on veut savoir c'est quoi leur problème, premier problème, c'est l'éducation, deuxième, c'est la santé, troisième, c'est l'emploi, et le quatrième, c'est le transport. C'est dire que c'est un sujet qui est au cœur de la préoccupation de tous nos concitoyens. Et quand on regarde ce que coûte la mobilité à chaque famille, ça avoisine les 20% du budget de la famille. Quand on voit la principale barrière à l'emploi, souvent, c'est une barrière liée à la mobilité, que ce soit par le coût, parce que ça coûte, et aussi par la sécurité, qui est une barrière supplémentaire que les femmes, mais aussi les hommes, ressentent dans leur trajet pour aller travailler. Et donc c'est un sujet énorme. Alors ça ne veut pas dire que dans ce pays, on ne bouge pas. Ça ne veut pas dire que la mobilité n'est pas accessible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des solutions. Mais ces solutions, aujourd'hui, ne sont pas encore à la hauteur d'abord des besoins de nos concitoyens, et ensuite à la hauteur des ambitions de Sa Majesté, et enfin à la hauteur du Maroc de 2024. Alors pour répondre à ces enjeux, les gouvernements qui se sont succédés ont mis en place différentes stratégies. Des stratégies liées à la mobilité des personnes en milieu urbain. Il y a une stratégie qui est en place et qui est en cours d'être mise en œuvre, et vous la voyez dans certaines villes, de plus en plus de réseaux de trams, de BHNS, de bus qui sont en train de se densifier dans nos villes, pas assez vite, mais c'est une question de moyens aussi. Vous voyez aussi de plus en plus de projets importants, le TGV, des projets autoroutiers, 1800 km d'autoroute dans notre pays, c'est quand même pas mal, et il y a 3000 km à échéance 2030, il y a Kassihani. 2030 3000 km à échéance 2030. Vous voyez le réseau routier qui s'étoffe. J'ai eu la chance de présider, l'honneur de présider un conseil provincial à Ben Slimane. Ils ont commencé à me dire, moi, Douardiana, vous avez commencé à faire la route. C'est 15 km. Vous avez fait 8. Il en manque 7. Et les 7, il faut les faire. Mais attention, vous ne nous faites pas la gravette et vous couvrez. On veut du bicouche.
j'ai découvert ce qu'était le bicouche à ce moment-là. Et j'ai découvert que c'était une route qui pouvait tenir 5 ans par rapport à une autre qu'il fallait refaire tous les ans. Et donc, même dans les doigts les plus reculés de notre pays qu'on est en train de connecter grâce à l'effort incessant, continu, la volonté de notre secrétaire général que je vous demande d'applaudir, le Maroc est en train de se transformer, pas seulement dans ce qui est visible, dans les grandes infrastructures, dans les ports magnifiques, dans les autoroutes, dans les lignes de chemin de fer, dans les TGV, etc. Tout ça, c'est beau. Mais le Maroc est aussi en train de se transformer quantitativement et qualitativement pour réduire l'exclusion de toutes les populations, où qu'elles soient dans notre pays, et ça, on peut en être fier. Alors, vous m'avez appelé pour parler de mobilité durable. La mobilité durable, c'est quoi? La mobilité durable, souvent on l'associe à la mobilité électrique ou au transport en commun, pour faire simple. Aujourd'hui, ou alors quand on est dans des pays avec les farfarats, avec les vélos, ou l'énergie humaine. Aujourd'hui, dans notre pays, la plupart des déplacements se font à pied. La plupart des déplacements se font à pied. Et c'est durable. Mais ce n'est pas efficace tout le temps. Alors, quelle est l'ambition pour rendre nos déplacements plus durables et plus qualitatifs? Vous savez que le transport se divise en 2 grandes parties, transport de personnes, transport de passagers, de marchandises. 30% de la consommation énergétique mondiale est liée au transport. 30% de la consommation énergétique mondiale est liée au transport. Notre plus gros déficit dans nos échanges commerciaux au niveau du Maroc est impacté et lié à l'énergie. Et c'est pour ça que le transfert vers la mobilité commune et la mobilité électrique est essentiel dans notre pays. Il n'est pas seulement essentiel parce que c'est à la mode, parce qu'il y a des opportunités industrielles. Je ne vais pas vous faire l'insulte d'en parler aujourd'hui. Vous savez que la chaîne de valeur de la mobilité électrique va transformer notre pays, va transformer nos échanges extérieurs. C'est des investissements qui se comptent en dizaines de milliards de dollars. C'est quelque chose qui est à part et je ne vais pas vous faire l'insulte d'en parler aujourd'hui. Par contre, ce qui est important et ce qui est stratégique, c'est qu'en basculant vers de la mobilité électrifiée, qu'elle soit en commun, qu'elle soit pour le transport de marchandises ou qu'elle soit pour le transport de passagers, on devient individuel, on réduit notre dépendance vis-à-vis de l'étranger. Parce qu'on est l'un des rares pays au monde à pouvoir générer de l'électricité durable à des prix qui défient toute concurrence. Et c'est ça l'enjeu pour nous aujourd'hui. L'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de faire cette bascule. Alors vous allez me dire, les véhicules électriques coûtent très cher. C'est beaucoup plus cher d'avoir de la mobilité électrique que de la mobilité avec du gasoil. Oui, c'est vrai. Vous allez me dire, ça va prendre un temps fou pour transformer ça. Oui, c'est vrai. Mais le prix des véhicules électriques est en train de baisser. Vous savez, j'étais en Chine il y a 1 mois et demi, 2 mois. Le bus qu'on a acheté à Casablanca, les bus qu'on voit ici, il y a des bus marocains et des bus qui viennent de Turquie avec une marque allemande. C'est les 2 types de bus qu'on voit circuler à Casablanca, pour ceux qui connaissent bien la ville. On a essayé d'imposer des bus marocains avec force et puissance, et on ne va rien lâcher. Ces 2 bus ont été achetés environ 2,2 millions de dirhams, le bus, ou la 2,3 à peu près. J'ai été en Chine dans une usine il y a 2 mois où ils fabriquaient des bus électriques dont le prix de vente est à 2,2 millions de dirhams aujourd'hui. Et l'entretien d'un bus électrique, et en consommation, et en maintenance, est à peu près 3 fois moins important que l'entretien d'un bus thermique. Et donc cette transformation, elle est à notre portée. Ces bus, on peut les fabriquer ici. On a déjà commencé à démarrer et à voir comment les faire. Et ça, c'est formidable. C'est à notre portée. Ça va réduire les coûts de transport.
ça va les rendre plus durables, et en plus, ça va faire travailler des Marocains, ce qui est quand même notre première priorité à tous, je pense. Et l'enjeu, c'est celui-là. On y va de manière forte, de manière ambitieuse, avec l'acharnement, parce que des fois, c'est très difficile de changer les habitudes. C'est compliqué de changer les habitudes et de passer à autre chose. Ça demande des infrastructures, ça demande des capacités particulières, ça demande un nouveau réseau électrique pour pouvoir charger ces véhicules, ça demande de nouvelles capacités énergétiques installées, ça demande toutes ces choses-là. Et quand vous êtes en train de regarder l'offre marocaine de l'hydrogène, vous n'avez pas l'impression que ça va réduire les coûts de transport dans notre pays. Quand vous êtes en train de regarder ça, vous êtes en train de vous dire « mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ça n'a rien à voir. Ça ne va rien changer. » Je vais vous donner 2-3 clés pour comprendre ce qui est en train de se passer. La première, la capacité installée en production électrique au Maroc, aujourd'hui, est de 12 gigawatts. C'est un chiffre à retenir, retenez 12. Vous êtes des ingénieurs, vous savez exactement ce que c'est. Peut-être beaucoup mieux que moi. L'offre hydrogène va permettre de multiplier cette capacité par 10. Certes, pour faire de l'hydrogène, mais il n'y a pas beaucoup d'off-take, il n'y a pas beaucoup de demande aujourd'hui dans l'hydrogène. On va l'utiliser, cette capacité, et ces investissements et ces intentions, pour faire de l'hydrogène et pour les attirer, qu'ils prennent la place dans l'hydrogène. Mais on va l'utiliser aussi pour produire de l'eau, duquel on a besoin, et avoir de l'eau durable dans notre pays. On va l'utiliser pour pouvoir produire de l'énergie, et pour pouvoir avoir l'énergie suffisante pour transformer notre mobilité et pour transformer et développer notre industrie. Des industries auxquelles on n'a pas accès et créer plus de jobs. On va utiliser ces capacités installées, y compris pour faire du véhicule thermique. Parce qu'à partir de l'hydrogène, on peut passer au méthanol, comme vous savez, au e-fuel, au SAF, et on peut commencer à avoir des véhicules thermiques, y compris dans le transport maritime. C'est juste pour vous dire que ça a l'air d'être quelque chose qui est dans un nuage, mais c'est une transformation profonde de notre pays qui est en train d'avoir lieu. C'est un saut qualitatif énorme qui aura un impact sur la mobilité durable, qui aura un impact sur notre souveraineté énergétique. Vous imaginez, on n'aura plus besoin ou peu besoin d'importer du gasoil, du pétrole, du charbon. Imaginez une seconde que tout ça, on va commencer à le faire avec notre vent et avec notre soleil. Ça va prendre du temps, ça demande d'énormes investissements, ça demande un engagement profond, mais je vous assure que ce qui nous attend est fantastique. Pour revenir sur Terre, on a une Coupe du Monde à organiser. Il y a des choses à faire et on va gagner, j'espère. Dans une finale qui aura lieu pas loin d'ici, je l'espère aussi. Cette Coupe du Monde, en soi, c'est une compétition sportive. C'est un cahier des charges auquel il faut répondre. Bien. Certains d'entre vous se disent « ouais, pourquoi faire une Coupe du Monde alors qu'on a plein d'autres choses à régler ?» On a l'éducation à corriger, on a la santé à corriger, on a notre tourisme à améliorer, on doit créer plus de jobs. Eh bien, figurez-vous que c'est l'effet mobilisateur, un objectif, une deadline qui est posée à notre pays pour accélérer cette cadence. Pour la première fois, on a un événement de cette ampleur, mobilisateur, qui va nous permettre d'accélérer nos investissements dans le transport, d'améliorer la qualité de nos transports, d'améliorer la qualité de nos hôpitaux, d'améliorer la qualité de ces jeunes qui accueillent, et en plus de l'utiliser pour mobiliser toute la population autour d'un objectif commun qui centralise tous les projets, qui nous permettra de réussir ce saut et ce bond. Et la mobilité durable en fait partie. Dernier point. Notre objectif, c'est de créer des emplois. Beaucoup d'emplois. Nos jeunes en ont besoin. Ces emplois, l'industrie joue un rôle important pour les créer. Et pour les créer, nos produits industriels, on doit les vendre partout dans le monde.
Et pour les vendre partout dans le monde, notamment dans des pays qui ont les moyens de les acheter, il faut que ces produits soient verts. Et pour qu'ils soient verts, il faut que la chaîne de transport soit verte aussi. Et donc, on se doit d'avoir une mobilité durable, y compris dans les flux de marchandises entrant et sortant dans notre pays, pour que nos produits puissent se vendre mieux et partout. Et on a une chance formidable, c'est qu'en plus, cette énergie qu'on est en train de convertir est beaucoup plus accessible que l'énergie thermique aujourd'hui avec l'évolution, et notre pays nous offre la possibilité de faire ce bond, de faire cette croissance et de faire ce développement. Il faut qu'on en profite. On compte sur vous tous et merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إخوتي الوزراء الاستقلاليين المهندس مزور والأستاذ المناضل سيدي عبد الجبار الراشدي، زملائي وأصدقائي أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، السيد المفتش العام، السادة المفتشين، السادة ممثلي الهيئات والمنظمات الهندسية الوطنية، إخواننا وزملائنا في الروابط المهنية الاستقلالية، سعداء لنلتقي على الأقل مرتين في السنة في الدار البيضاء، مرتين فقط، وكان بودنا يكون أكثر، وأهل الدار البيضاء ما تكفيهمش 4 و5 و10 ديال التظاهرات، ولكن حقنا وحق المغاربة فينا والمناضلين ديالنا والزملاء ديالنا في الرابطة باش نكونوا متواجدين وحاضرين في المغرب كله. قبل ما نهضر على الكلمة لابد en votre nom je veux féliciter notre grand ami Steven pour sa nouvelle nomination à la tête du bureau régional de la Fondation Conrad, avec laquelle nous avons des liens et des relations de fraternité, d'objectifs, mais surtout d'efficacité. C'est les Allemands et c'est le parti de l'Istiqlal. On n'a rien à prouver, ça va de soi. Mais aussi, je veux adresser des félicitations à M. Steven pour sa volonté et son engagement de rendre notre partenariat durable, qui diversifie entre-temps ses actions. Et d'ailleurs, je lui laisse l'honneur de nous présenter quelques surprises dans l'avenir de notre partenariat. Et de notre part, on va faire de notre mieux pour rendre ce partenariat efficace, mais surtout à qu'il soit au service de nos principes fondamentaux, aussi bien de votre fondation, mais aussi de l'Alliance qui fait et qui est un des piliers du Parti de l'Istiqlal, qui aujourd'hui, il a 80 ans et plus d'existence, mais surtout, il a énormément de place chez les citoyens, aussi bien les jeunes que les plus jeunes, que les moins jeunes. Mais aussi, c'est toutes les générations, et nous représentons aujourd'hui un petit échantillon de cette génération qui veut que notre Maroc soit placé là où il faut. إذن أعود لرابطة المهندسين الاستقلاليين. أولا ولا بد ما نوجه التحية للمكتب الجهوي ديال الدار البيضاء، اللي من المكاتب الجهوية النشيطة والحريصة على أن تكون متميزة على باقي فروع المغرب، وشيء طبيعي وعادي، لأن الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، عاصمة المقاومة، عاصمة محاربة صعوبة الحصول على الخبز للمغاربة كاملين. إذن هنيئا لأهل الدار البيضاء وهنيئا للفرع الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين. في الرابطة
نتهيأ في ظل هذه الدينامية التي يعرفها حزب الاستقلال بعد مؤتمره الثامن عشر إلى بعث نفس جديد في كل تنظيمات الحزب. ورابطة المهندسين ستكون في حد أقصاه الشهر السادس من السنة المقبلة أي شهر جوان على موعد مع مؤتمرها الوطني، وقبل ذلك على المؤتمرات الجهوية لتجديد فروع الرابطة. وفي هذا الإطار هذا غنعرفوا في خلال هذه المدة 6 ديال الندوات. انطلقت الأولى اليوم في الدار البيضاء، الثانية في العيون، الثالثة في فاس، الرابعة في طنجة، الخامسة في الرباط، والسادسة والأخيرة في الجهة ديال بني ملال. إذا الندوات تتناول كل واحدة منها قضية هي قضية وطنية، ولكن المهندس في قلبها، والمهندس كعنصر حاسم فيها. المهندسين بحال جميع المغاربة كيهمهم جميع الأمور ديال التنمية ديال بلادنا، ولكن ما كنتكلموا على الحوايج اللي ما تنعرفوهاش، وما كنتكلموا في الحوايج التفضولية تاعنا، كنتكلموا في المواضيع اللي فيها المهندس يا إما مساهم في الإبداع ديال المشروع أو تولي المتابعة والإعداد ديالو، ولا في الماناجمنت ديالو. وليكزومبل دوجوردي في بارتي زعما exactement à la mission de l'ingénieur dans toutes les phases, aussi bien l'infrastructure que le transport dans toutes ces volets, aussi bien le transport aérien que routier et l'affaire, mais aussi et surtout dans l'aménagement ou dans le management de ce secteur très très important. قال السي رياض وانا كنشكره، ودائما كان حاضر في الملتقيات ديالنا، ودائما كيف قال السي العلوي مداخلاته متميزه. الا في واحد الحاجه قال ان الترونسبور السيكتور الكاتريام في الحقيقه ضيعنا فرص كثيره في المغرب باش يمكن هذا القطاع يكون هو الاول، لانه هو الشريان. بغينا نديروا التعليم، بغينا نسهلوا على الاستاذ باش المواطن المغربي اينما كان يكون عنده الاستاذ، ايوا خصنا نسهلوا الطريق اللي غيدوز من المعلم باش يوصل لذاك الدوار. بغينا نكونوا في الصحه اكثر، وراه خصنا الطريق، خصنا الطياره، خصنا التي جي في، خصنا التران، خصنا الطلبه. عشنا ازمات في الرباط والدار البيضاء بالطلبه، بقدر ما كنبغيو الطلبه يكونوا عندنا احياء جامعيه ملي كيوصل هذا الطالب هذا لذاك الحي الجامعي. Aujourd'hui à travers tramway les bus اللي في مستوى كذا قدرنا نوصلوا. اذن je pense que le secteur de transport doit être le premier parce que ما عندوش هو تصنيف، هو il sert à tout le monde et il est au service de tout le monde. ثانيا بغيت لابد نقول الاخوان، وما كنضيع حتى فرصه مثل هذه باش ما نقولش هذا الامر، ان المهندسين كما هم مشتغلين بقضايا التنميه في البلاد ديالنا، منشغلين بالانخراط واهميه الانخراط في الفعل في الحزب السياسي وفي الفعل السياسي، كذلك المهندسين اليوم محتاجين إلى الحكومة المغربية وإلى الشعب المغربي باش يعطيهم المكانة اللي كيستحقوا. اليوم قطاع الهندسة يحتاج إلى تنظيم، وحنا رافضين كمهندسين يبقى تعطينا الجريمة باش نخدموا في السيكتور بريفي. حنا خصنا تنظيم المهنة كما يجب أن يكون وكما هو موجود في العالم كله. كذلك المهندسين اللي كيضحيو باش يشتغلوا في الوظيفة العمومية، ماشي هي دي الوضعية اللي كتسمح لهم باش يبدعوا أكثر وباش يعطيو لبلادهم أكثر. إذا محتاجين إلى إعادة النظر في التنظيم اللي كيعرفوا المهندسين في الإدارة. إذا سمحوا لي نقول لكم، بالرغم من أن الموضوع اليوم هو النقل، هو مواضيع التنمية في المغرب، فراه ما يمكنش المهندس الا ما كانش في ظروف عمل جيده يمكن يعطي الابداع الحقيقي اللي كتنتظر منه بلاده. اذا لذلك بغيت نقول ان المهندسين الاستقلاليين بحال جميع الشرائح المهندسين في المغرب ما عجبهمش الحال وما عجباهمش الظروف اللي كيزاولوا فيها المهنه الهندسه. كنتمناو من الله، وحنا عارفين الحزب ديالنا هو الاول والامين العام مقتنع اقتناعا كامل بملف المهندسين وبالاولويه ديالو، ولكن راه ما يمكنش المهندسين يبقاو ينتظروا كثير. لذلك التفاته اتجاه فئه المهندسين ما يمكن الا يكون الرابح الحقيقي هو المغرب.
إذن غنختم بأن العمل اللي كنقوموا به هو جزء من الوجه الحقيقي ديال حزب الاستقلال. حزب الاستقلال بغى يكون حاضر وكان دائما حاضر في كل المحطات اللي عرفتها البلاد، كانت الأمر يهم الساحة السياسية أو الاقتصادية أو التنموية أو الاجتماعية. لهذا باسم إخواني في رابطة المهندسين الاستقلاليين كنعبروا من جديد على أولا الانخراط ديالنا في الدينامية الجديدة التي أقرها المؤتمر الثامن عشر للحزب. ثانيا في سلك الطريق اللي كيرسمه اليوم الأمين العام للحزب الدكتور نزار بركة مع القيادة الجديدة. ثالثا في التواجد في كل محطات الحزب. نحن جنود حزب الاستقلال كما نحن حبنا للمغرب حب كبير يجعل منا جنودا من أجل التنمية ومن أجل خدمة الوطن تحت القيادة جلالة الملك الله ينصره، وكذلك التوجيهات والقرارات ديال حزبنا. والسلام عليكم. Merci Anwar pour cet accueil chaleureux comme toujours. Et cher ministre, cher Aziz, j'ai écrit un discours, mais je crois que vous êtes les experts de transition durable au Maroc, vous êtes les experts, les ingénieurs. Alors, ce n'est pas à moi pour expliquer la situation ici. J'ai hâte d'apprendre plus aujourd'hui de vous. Mais je voudrais remercier vraiment l'Alliance des ingénieurs icycléens, mais certainement aussi le reste du parti, parce que comme vous avez déjà dit, c'est un partenariat durable, c'est une fraternité, un mariage qui a des défis toujours aussi, parce que nous sommes une organisation politique, nous ne sommes pas flexibles peut-être comme vous voulez toujours. Nous avons des restrictions, mais nous avons une volonté pour travailler ensemble. Et quand je suis arrivé au Maroc en avril, j'ai dit nous sommes une organisation politique. Nous ne sommes pas une organisation de coopération technique ou pour la coopération avec la société civile. Alors pour moi, c'est la priorité de travailler avec la politique. Et l'Istiklal, c'est pour nous la raison pour notre existence au Maroc, parce que vous êtes partenaire de la famille du Parti populaire en Europe. Nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes objectifs, nous avons les mêmes éthiques politiques et c'est pour cette raison que nous sommes très fiers de cette coopération. Et je dis, je vais prendre un peu le temps pour discuter avec mon équipe, avec notre réseau, quel soit notre objectif pour l'avenir. Et après 7 mois, je peux dire la relation avec l'Istiklal, c'est une priorité pour nous. Alors, on va augmenter les efforts avec le parti. On va certainement avoir des événements comme ça, mais peut-être aussi d'autres formats, d'autres ateliers, pour travailler ensemble, parce que les défis que nous avons eus au Maroc, en Europe, en Allemagne, ils sont communs. La transition énergétique, la transition sociale avec les réseaux sociaux, mais aussi la transition économique. Et il y a des solutions qui viennent du Maroc. Je viens d'Allemagne, était considéré un pays très moderne, avec des idées, avec des propositions pour l'avenir. Mais après 7 mois au Maroc, je suis convaincu qu'au Maroc, nous avons plusieurs idées et propositions qu'en Allemagne maintenant. Nous avons beaucoup des échecs en Allemagne dans l'économie sociale, dans l'industrie. Et je pense qu'on peut apprendre plus d'ici que vous pouvez apprendre d'Allemagne. Peut-être vous pouvez apprendre de ne faire pas les mêmes échecs dans la transition énergétique, dans la transition industrielle, parce que les défis aussi dans l'ingénierie de politique ils sont assez très grands maintenant. Mais c'est aussi notre travail d'une fondation allemande qui est présente au Maroc, d'avoir cet échange toujours avec les experts marocains et les experts allemands. Et nous sommes une fenêtre entre les deux pays. Et je suis absolument convaincu que l'Istiklal peut considérer et contribuer
significativement dans aussi le développement de l'Europe. On a discuté la dernière fois l'hydrogène vert pendant une séance de tour pendant le Ramadan. C'était un grand succès. Aujourd'hui, c'est la transition durable dans le secteur de mobilité. En février, c'était le sujet de l'équipement et de l'eau. Alors, seulement avec ces 3 événements, nous avons partagé des idées pour la durabilité, pour aussi le développement des SDG au Maroc. Ce n'est pas seulement la Coupe du Monde qui est en 2030, mais il y a aussi les objectifs de Sustainable Development Goals en 2030. Et je pense aussi avec des rapports qui sont publiés déjà que le Maroc est dans un absolument bon chemin pour en compétition globale. Et je pense qu'il y a beaucoup des idées qui viennent d'ici et aussi de cet événement qu'on peut en considération pour développer des exports, des idées du Maroc en Europe et pour faire des symbioses et des synergies entre les 2 continents d'Afrique et l'Europe. Parce que l'Europe, ce n'est pas seulement un pays, c'est aussi un modérateur, un contribuant africain qui peut connecter les 2 continents et c'est certain pour le transport. Alors les aéroports, l'engagement de Royal Air Maroc, aussi les ports qui connectent les 2 continents et aussi le continent américain et aussi les offres du Royaume, les offres pour les pays Sahel qui sont très intéressants et très relevants. Alors il y a beaucoup de choses à discuter et je voudrais remercier vraiment l'Alliance pour donner cette opportunité aussi à nous pour participer parce que les défis sont communs et je suis absolument content pour ce partenariat et on va augmenter ces relations l'année prochaine. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à tous encore une fois et merci de m'avoir associé à la modération de cet événement, de ce débat qui nous réunit aujourd'hui autour de la mobilité durable. Merci à mon ami Anouar, mais aussi à chacun d'entre vous. J'ai pu reconnaître quelques têtes, bien évidemment, qui sont passées lors de au moins 1 ou 2 fois dans mon émission d'Avec ou sans parure sur Lux Radio. Et c'est vraiment un véritable plaisir que de vous dire aussi que non seulement c'est un honneur pour moi que de modérer ce débat, mais c'est aussi un honneur pour moi de faire partie de cette grande famille de l'Istiqlal depuis très peu de temps, depuis 2-3 mois aujourd'hui. Et c'est véritablement un choix qui s'est fait parce que c'est, à mon sens, le vrai parti de la compétence. Je sais que c'est un mot qui est galvaudé. Beaucoup de partis se prévalent effectivement d'être le parti de la compétence. Mais quand on voit un petit peu ce qu'il y a dedans, sans vouloir être polémiste, on est beaucoup plus dans le parti des nouvellement colorés. Je dis ça, je dis rien. Alors, je vais peut-être demander aux différents panélistes de me rejoindre. Peut-être Madame Bahija Bousseta du ministère du Transport. C'est Tarek Chebrouk de la RAM. C'est Saïd Chandit de l'ONCF. Et si Hassan Farhat de l'ONDA. Alors c'est un petit peu dommage que M. Mzour nous ait quittés un petit peu prématurément, mais il y a peut-être un petit point sur lequel je voudrais peut-être interpeller chacun d'entre vous avant de commencer le débat. On a parlé de mobilité, mobilité durable, et on a parlé de voitures, de circulation de voitures électriques comme étant un modèle. Je voudrais simplement rappeler, sauf erreur de ma part, puisque c'est vous les spécialistes, bien évidemment, et Monsieur le Ministre est bien placé pour parler de ce sujet, en tout cas beaucoup plus que moi, que 70 à 80% de l'énergie électrique qui est fabriquée au Maroc provient du charbon. Donc quand vous voyez une voiture circuler, à l'électrique, elle circule en fait grâce au charbon.
et donc c'est peut-être l'une des matières les plus polluantes, et c'est aussi ça que j'ai voulu un petit peu challenger. Peut-être qu'on en parlera avec les panélistes, et on aura aussi la possibilité de développer un certain nombre de questions. Alors, sur la mobilité, on va peut-être commencer par des questions beaucoup plus transverses, et puis par la suite, on ira bien évidemment dans le détail de chacun, et dans les corporations et dans le secteur que vous représentez, en tout cas dans le tour de table. Et peut-être une première question, justement, et que je vais poser justement à Lalla Bahija Boussetta du ministère, honneur aux dames. Je voulais savoir simplement comment est-ce qu'au niveau du ministère, quels sont les principaux objectifs en matière de mobilité durable pour soutenir les ambitions du Maroc, telles que définies notamment par le nouveau modèle de développement, parce que finalement, c'est un petit peu la feuille de route qu'on s'est tracée sur un horizon, celui de 2035. Et donc aujourd'hui, comment s'articule cette politique-là au niveau du ministère? Alors, merci. Déjà, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité, à ce panel. Et je vous félicite également pour le choix du thème qui est la mobilité durable, qui reste effectivement un impératif pour le développement économique et social au niveau du Maroc. Justement, quand on pense à la mobilité durable, quand on parle de mobilité durable, on a tendance à réfléchir aux véhicules électriques, hybrides, les normes de dépollution des véhicules, alors que pour moi, la mobilité durable, à mon sens, doit être abordée sur différentes dimensions, commençant par la politique, l'institutionnel, et puis tout ce qui est économique, et à la fin, et non pas la moindre, écologique et environnementale. Alors, effectivement, au sein du ministère, nous avons bien réfléchi à cette question de mobilité durable. Et face aux défis, effectivement, qu'on a, je parle en termes de gouvernance. Si je parle du secteur routier que je représente ici, il y a plusieurs défis. En termes de gouvernance, il faudrait voir que le secteur du transport relève de plusieurs institutions au sein du Maroc. Il y a le secteur du transport de personnes interurbains et transport de marchandises qui relève du ministère du Transport. Il y a tout ce qui est transport urbain qui relève du ministère de l'Intérieur. Et puis, il y a une nouvelle couche qui s'ajoute, qui est la région, avec la loi organique, qui attribue aux régions des attributions propres en matière de transport non urbain de personnes. Donc, il y a plusieurs institutions qui travaillent dans le même périmètre qui est le transport routier. Donc, on a un grand défi avec lequel on doit commencer, c'est la bonne gouvernance, qui est un fondement constitutionnel depuis 2011. Et puis, il y a la partie mise à jour et mise à niveau de notre réglementation et de notre législation pour qu'il réponde aux besoins en termes de mobilité et aux aspirations des citoyens marocains. Comme il a bien dit, Monsieur le ministre, le transport, parmi les aspirations fortes qui sont sortis du nouvel modèle de développement. Il y a l'éducation, la santé, et puis il y a le transport. Il y a les engagements que nous avons à l'international et les enjeux qui s'ajoutent également au contexte intérieur, tout ce qui est crise énergétique. La crise Covid qui a arrêté presque toute l'activité du transport. Il y a l'ère du digital aussi qu'on doit prendre en considération dans cette mobilité durable, parce que toute mobilité durable, c'est une mobilité également intelligente et efficace. Et puis, il y a aussi les impératifs écologiques et environnementaux qu'on doit intégrer dans notre réflexion de mobilité durable. Alors, considérant les défis, nous avons lancé au sein du ministère une étude qui intègre tous nos partenaires, une étude qui va aboutir à une charte nationale de mobilité durable, qui définit, qui a des principes de durabilité, inclusivité, le principe de financement, effectivement, parce que la mobilité durable a un coût.
il y a l'inclusivité, et puis qui définit le périmètre de chacun pour que tous les partenaires travaillent dans une cohérence totale pour une mobilité, pour la bonne mobilité du citoyen marocain. Merci. Ouais, celui-là marche, donc on va prendre celui-là. Alors, pour revenir à la thématique, on parle de levier de croissance, hein, quand on parle effectivement de mobilité durable. Est-ce que vous avez l'impression que c'est véritablement quelque chose, voilà, que les deux sont conciliables, ou est-ce que c'est beaucoup plus un slogan marketing? En ce sens, vous avez certains pays où, allez, je vais le dire de manière très, très directe, les pays aujourd'hui qui utilisent un transport qui polluent, c'est-à-dire des hydrocarbures, sont essentiellement ceux qui font les meilleurs chiffres de croissance. Vous avez l'Inde, vous avez la Chine, vous avez les États-Unis. Donc plus on pollue, plus on fait de la croissance. Comment au Maroc on peut se dire, effectivement, nous, on veut être les bons élèves de la classe, on veut être ceux qui polluent le moins, et en même temps, avoir un taux de croissance qui serait à la hauteur de nos ambitions étant claires et étant affichées au niveau du NMD, un nouveau modèle de développement, c'est 6%. On n'y arrive pas, même en polluant. Alors, en ne polluant pas, est-ce que c'est faisable? Alors, écoutez, moi, ma vision de la mobilité durable et de la pollution, effectivement, des véhicules. Donc, si on arrive à mettre en place un système inclusif, où tous les citoyens trouvent le moyen de transport. Quand je parle du milieu rural, ils doivent avoir un transport qui est économiquement viable. Et quand je parle du transport urbain, un transport qui est collectif, qui est efficace, là, je peux gagner en termes de croissance et je peux également gagner en termes de PIB. Donc, il ne faut pas trop lier la mobilité durable à l'émission CO2. C'est au-delà de l'émission CO2, la mobilité durable. C'est la mobilité effectivement collective, c'est le transport collectif, et chaque citoyen doit trouver le transport le plus adéquat économiquement et le plus viable sur le plan financier. Mais vous entendez bien qu'il y a un problème d'argent au final, parce que j'entends encore une fois, tous les citoyens doivent pouvoir se transporter, entre guillemets, en tout cas aller d'un point A à un point B de manière fluide, que ce soit dans le monde rural, dans le monde urbain, mais en même temps, on a quand même un impératif économique derrière. Et encore une fois, les pays qui réussissent le mieux sont ceux qui polluent le plus. C'est là la contradiction que j'ai envie un petit peu de challenger avec vous, et surtout avoir votre vision au niveau du ministère. Comment vous adressez véritablement cette contradiction entre une volonté d'être une économie verte et en même temps de lier ça justement à la problématique que nous sommes en train de discuter, à savoir celle d'une croissance et d'un levier de croissance malgré tout, presque, j'ai envie de dire. Alors, il y a les engagements du Maroc à l'international. Le Maroc, il est fortement engagé en matière de durabilité. Les NDC du Maroc, pour la diminution de l'émission CO2, il y a une forte présence du transport, des actions du transport, et notamment du transport routier en matière de NDC. Là, on travaille sur... Alors, il y a le levier de financement, effectivement, et on est en train d'accompagner les professionnels à renouveler leur parc pour qu'il soit moins polluant. Il y a des programmes de renouvellement du parc, soit pour le transport marchandises, soit pour le transport de personnes. Il y a effectivement d'accompagnement des professionnels dans le monde rural pour l'acquisition de leurs véhicules. Donc, il y a un impératif de financement qui est très important et que l'État doit prendre en charge pour justement arriver à la croissance et à la mobilité durable. Alors Tariq Chebrouk, justement de la Royal Air Maroc, peut-être déjà vous au niveau de l'entité qui est la vôtre, comment est-ce que vous adressez cette problématique de transport et de mobilité verte, j'ai envie de dire, et durable, c'est-à-dire que finalement elle ne compromettrait pas les générations à venir. Je parle sous votre contrôle, il me semble que le transport aérien c'est plus ou moins 2 à 3% des émissions
des émissions de CO2. Au niveau de la Royal Air Maroc, ça se passe concrètement comment et comment est-ce que vous adressez justement ce sujet? Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelle serait éventuellement votre politique et votre vision là-dessus? Merci beaucoup. Je ne sais pas, donc du coup, je fais la présentation. On répond... Alors moi, je ne savais pas qu'il y avait une présentation, mais puisqu'il y a une présentation, allez-y. Merci beaucoup déjà pour inviter Royal Air Maroc à cet événement. Je tiens à remercier donc l'Alliance des Istirlaliens pour avoir choisi cette thématique très importante pour la RAM, parce que ce n'est pas une thématique d'avenir, c'est une thématique d'aujourd'hui, la mobilité durable. Donc je vous remercie. Je vous remercie aussi pour donc, le temps que vous allez consacrer à... Voilà. Alors, je voulais justement, par rapport à la réponse de Simedi, la question de Simedi, qu'est-ce que représente le transport aérien en termes d'émissions mondiales de CO2? Donc là, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, ça s'appelle Greta, c'est une militante écologiste suédoise. C'était la première qui a vraiment... c'est une militante qui est pour ce qu'on appelle une certaine décroissance du transport aérien. Ça veut dire que c'est une militante qui a fait donc, le trajet l'Atlantique en voile pour assister à la COP en 2019. Donc elle était candidate déjà à l'époque pour le prix Nobel de la paix. Mais c'était une personne qui a donc mis en lumière l'enjeu en fait durabilité pour le transport aérien. Bon, la décroissance et ce qu'on a vu dans Covid, la reprise qu'a fait le transport aérien, vu que c'est vraiment quelque chose qui représente la liberté. C'est-à-dire la liberté, c'est le bien le plus précieux pour chacun parmi nous. Et donc la reprise qu'a fait le transport aérien après Covid montre que cette voie de décroissance ou de limiter le transport aérien n'est pas la meilleure voie pour la durabilité. Et donc, en fait, réellement, elle a créé un buzz autour de cette durabilité. Et donc, pour répondre à votre question, le transport aérien ne représente que 2,5%. Donc, c'est inférieur au secteur numérique et c'est inférieur à d'autres secteurs comme l'agriculture ou d'autres. Mais c'est le secteur qui a pris le plus d'engagement pour la durabilité. Et je vais expliquer comment ça représente la durabilité dans le secteur aérien, un enjeu de développement très important pour le Maroc. En fait, l'objectif de toutes les compagnies aériennes, c'est d'arriver à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et 65% de cet objectif sera réalisé par le carburant d'aviation durable, ce qu'on appelle le SAF. Le SAF, c'est un carburant donc, qui émet beaucoup moins de CO2 que le carburant normal. Et l'une des sources importantes dans l'avenir pour la production de ce carburant d'aviation durable, c'est l'hydrogène vert. Et donc le Maroc, il a une opportunité de développement incroyable dans l'avenir par rapport à se positionner comme un pays producteur donc, de ce carburant-là qui va servir à neutraliser les émissions du transport aérien à l'horizon 2050. Je vais expliquer encore plus la taille de ce marché-là. En fait, le carburant d'aviation durable, il y a 4 types. Donc là, on passe la casquette ingénieur. Il y a la partie carburant qui est d'origine huile de cuisson, usagée les huiles végétales. C'est ce qu'on appelle le FA. C'est le procédé aujourd'hui industriel le plus mature. Donc il y a aujourd'hui des investisseurs qui sont intéressés au Maroc pour investir donc, dans ce créneau-là. Donc des unités industrielles, une unité industrielle qui fait du 35 000 tonnes, à peu près à 130 à 180 millions de dollars comme investissement. Donc, pour servir ce marché européen, parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a des réglementations qui ont créé ce marché. Donc, le marché, il est là. Et le Maroc peut se positionner de manière très compétitive sur ce marché-là. Et il y a d'autres procédés, mais je vais parler du dernier qui est le Power to Liquid, c'est le e-fuel. Et donc, c'est le SAF qui vient de l'hydrogène vert. Donc, c'est un procédé industriel où on mélange l'hydrogène vert avec du carbone. Et donc, c'est là où le Maroc a une carte vraiment d'avenir industriel très importante à jouer pour le développement. Donc, si je reviens, alors, hop, voilà. Donc là, on est en train de voir les réglementations qui ont créé ce marché pour le Maroc et pour d'autres pays. Et la principale réglementation, c'est la réglementation européenne qui commence déjà dès 2015 et qui impose à toutes les compagnies aériennes qui décollent de l'Europe d'avoir au moins 2% donc, de carburant vert dans leur réservoir. Et ça va ensuite très vite, ça va à horizon 2050 à 70%. Et donc ça fait qu'aujourd'hui,
il y a un marché qui est évalué à l'horizon 2030 à peu près à 30 milliards de dollars et qui croît chaque année de 50 à 60. Avec une grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas des unités industrielles suffisantes pour répondre à ce besoin et à cette demande d'avenir. Les procédés qui sont aujourd'hui, qui sont basés sur les huiles usagées ou on va dire l'alcool to jet, qui est un procédé qui est à partir de l'éthanol, donc se base sur de la biomasse où donc la matière première sont limitées. Avec l'hydrogène vert, c'est le seul procédé industriel qui est scalable, on va le voir tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est les projections. Donc la courbe en bleu qui est en haut, c'est les besoins en termes de carburant d'aviation durable pour l'avenir. Et donc, c'est une courbe exponentielle. Vu la réglementation qui est prise au niveau de l'Europe et l'engagement pris par toutes les compagnies aériennes pour être neutre à l'horizon 2050. Et on voit en bas, le graphique qui est en bas, la courbe qui est en noir, c'est la courbe du power to liquid, c'est-à-dire le carburant d'aviation durable qui est à origine d'hydrogène vert. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai créneau de croissance qui est ouvert au Maroc. La RAM, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement par rapport à ça? C'est d'abord sensibiliser par rapport à cette question d'opportunité de développement. C'est la thématique donc, de ce colloque. Donc on a organisé notre premier vol SAF l'année dernière, donc, où on a opéré donc, la ligne Casa-Dakar avec 9 tonnes de carburant durable qu'on a importé, parce qu'on n'en produit pas encore au Maroc. Et on a compensé le reste des émissions en collaboration avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Donc c'était le premier vol, on va dire, neutre en carbone opéré par l'ARAM et opéré même en Afrique. Et suite à cela, il y a eu vraiment un engouement. Et donc par rapport à cette opportunité de développement qui est le SAF pour le Maroc, on a été contacté par plusieurs investisseurs internationaux qui ont soumissionné d'ailleurs dans le cadre de l'appel pour les projets hydrogène vert, l'offre Maroc. Et aussi, on a été approché par une fondation allemande, la GIZ. On travaille avec eux pour voir comment on peut faire évoluer la réglementation marocaine pour qu'on puisse exporter. Il faut qu'on soit en normes européennes, donc qu'on soit en normes européennes. C'est la question principale, c'est le carbone. Quand on produit de l'hydrogène vert, c'est en fait l'hydrogène vert avec du carbone qui donne du SAF. Et donc, il faut que ce carbone soit certifié pour qu'il puisse être utilisé en Europe. Donc, il y a un certain nombre de réglementations très importantes à faire évoluer au Maroc pour qu'on puisse vraiment prétendre un jour pouvoir exporter donc, au niveau de l'Europe des quantités de SAF qui soient en normes donc, européennes. L'autre engagement qu'on fait, c'est tout ce qui est efficacité dans l'utilisation du carbone. Donc, c'est aussi des problématiques d'ingénieurs. Donc là, nos ingénieurs sont vraiment mobilisés à 100% sur ce type de problématiques. Donc, on a un grand projet qui s'appelle le FEGA, c'est le Fuel Efficiency Programme. Donc, on a réussi à économiser à l'heure de vol 10% de carburant. C'est de plus en plus difficile. On est en train d'utiliser maintenant de l'intelligence artificielle, de big data, pour pouvoir, je vous donne un exemple, quand on veut économiser du carburant, il faut estimer correctement la charge que doit transporter un avion. Donc on estime la charge, on a donc un certain nombre de passagers, on ne pèse pas chaque passager, on estime avec des moyennes. Donc là on est en train d'affiner cette estimation, parce que si on transporte plus de carburant que nécessaire pour faire le vol, je consomme plus. Donc il faut vraiment transporter la quantité optimale pour faire ça. Et donc, quand on a, par exemple, quand vous prenez un billet, que vous avez donc un enfant qui est supérieur à 12 ans, il est considéré comme un adulte. Donc l'écart, vous le savez, l'écart de poids entre un enfant de 13 ans et un adulte d'un âge supérieur peut être significatif, peut être jusqu'à 30 kg, 40 kg. Et donc, multiplier ça par le nombre d'enfants, il faut qu'on est en train de récupérer la data de la date de naissance exacte de l'enfant et corréler ça à son poids pour pouvoir estimer correctement quel est le poids optimal de carburant qu'on doit transporter. On a énormément aussi de problèmes d'ingénieurs, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut aussi estimer la quantité de carburant, il faudrait avoir une prévision météo la plus fiable possible, parce qu'en fait, quand il y a plus de vent, il y a plus de perturbations, vous prenez plus de fuel. Comme ça, vous faites face à des vents contraires. Et donc, plus votre estimation de météo est précise et proche, plus vous
estimez mieux votre carburant et donc vous économisez mieux. Donc c'est vraiment des chantiers sur lesquels un très grand nombre d'ingénieurs travaillent à Royal Air Maroc. Il y a d'autres projets aussi qu'on fait, mis à part la partie aérienne, c'est tout ce qui est bien sûr, on va dire, installation du photovoltaïque, digitalisation de la documentation qui est à bord, réduire tout ce qu'on peut économiser en termes donc, de carburant, on le fait. Et donc c'est vraiment, je dirais, un souci permanent chez nous, qui rejoint, donc, quand on est durable, on est plus économe. Donc ça rejoint aussi votre souci au début, ça nous pousse à aussi, donc, quand on veut gagner de l'argent, ben, on est aussi en même temps durable. Donc par rapport à cela, et donc voilà, pour résumer, donc, les opportunités de la mobilité durable dans l'aérien, il y a le SAF, qui est un marché immense, on en parlait, 30 milliards de dollars à l'horizon 2030. Il y a un potentiel énorme de production d'hydrogène vert. Donc, on est en discussion avec beaucoup d'acteurs. C'est vrai que c'est des investissements qui sont capitalistiques, qui sont très importants. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est plus la certification et le fait qu'on soit en normes européennes pour pouvoir être admis là-bas. Mais les fonds, il y en a. Il y a tout ce qui est offset, c'est-à-dire les compagnies aussi qui sont soumises à cette réglementation stricte au niveau de l'Europe pour être en mobilité durable, peuvent acheter des droits d'émission de carbone qui peuvent aussi être convertis dans des projets verts au niveau du Maroc, planter plus de forêts, faire de dessalement de l'eau. C'est aussi une opportunité pour le Maroc. Il y a toutes les problématiques aussi quand on a parlé là tout à l'heure. Donc voilà, pour résumer un peu, par rapport à l'aérien, comment on aborde la question donc de la mobilité durable. Alors, juste peut-être, oui, alors vous pouvez bien sûr l'applaudir pour la clarté des propos et l'ambition, en tout cas, de la RAM. Peut-être deux petites questions avant de céder la parole aux autres panélistes. Moi, j'ai un souci d'argent, je vous le dis très franchement. Je me pose la question. Je veux dire, si demain je voyage à bord d'un avion qui utilise effectivement cette nouvelle génération de carburant, est-ce que le billet me coûtera plus cher, moi, citoyen marocain, par exemple? Ça, c'est la première question. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est de savoir, effectivement, comment est-ce qu'on peut être aussi précis dans les chiffres, et je vous en félicite, et merci encore une fois pour la clarté des propos. Comment est-ce qu'on peut être aussi précis lorsque l'on sait que la question de l'hydrogène vert, il y a beaucoup de fantasmes dessus, mais beaucoup de challenges. La technologie n'est pas encore mature, il y a des sujets d'électrolyse, il y a des sujets d'intermittence qui sont aujourd'hui très importants, même si vous allez certainement rebondir là-dessus en disant qu'au Maroc, on a une très bonne qualité de vent, comme dans certains pays de l'Amérique du Sud, le Chili notamment, comme aussi en Australie, et ça c'est un avantage comparatif relativement assez intéressant pour un pays comme le Maroc, d'où d'ailleurs l'intérêt de l'Allemagne pour justement l'hydrogène vert, mais à date, la technologie n'est pas encore bien maîtrisée. Comment est-ce qu'on peut être aussi précis? Merci beaucoup pour ces questions pertinentes et difficiles à aborder, parce qu'en fait, effectivement, prenons la dernière question et je vous reviens à la première question. La question de la technologie c'est vrai mais le procédé, il est simple. À la base de l'électrolyse, donc à base de l'eau et en combiné avec de l'hydrogène. Donc la technologie, elle est là. Ce qui est difficile et ce qui n'a pas encore fait, c'est de le faire à une échelle industrielle, à une échelle qui est grande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets pilotes un peu partout dans le monde, au Canada, dans d'autres pays au niveau surtout du Moyen-Orient. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fait rêver. Là, les horizons qu'on est en train de voir, ce n'est pas des horizons pour demain, c'est des horizons Il y a des projets qui sont sérieux. Je ne peux pas dévoiler les acteurs principaux, mais la première goutte de SAF pourra être produite en 2027. Il y a des acteurs avancés au Maroc qui travaillent là-dessus et qui vont pouvoir le faire très bientôt. Il y en a qui sont sur des échelles donc, de temps qui sont beaucoup plus grandes, qui sont à horizon donc 2035, etc. Mais je dirais il faut qu'on prenne, pour moi, le train dès le début. Et il faut qu'on développe et qu'on puisse être précurseur. C'est comme ça qu'on pourra éventuellement se positionner sur ce marché. Beaucoup de pays dans le monde subventionnent cette industrie, parce que c'est vrai c'est une industrie qui est nouvelle. Le coût, c'est une vraie question. Le coût de l'hydrogène vert, du SAF à base d'hydrogène vert est très élevé. Voilà. Mais plus on est sur des projets à grande échelle, c'est toute la logique de l'offre hydrogène Maroc. Que fait le Maroc? C'est l'offre Maroc. Il faut être sur une échelle qui est très, très, très grande.
pour pouvoir atteindre des prix qui sont compétitifs. Non, mais je vous posais la question, mais en même temps, elle n'était pas si innocente que cela, en ce sens que la technologie, n'est toujours pas très mature, et les technologies... L'industrialisation qui n'est pas mature. L'industrialisation, si vous voulez être précis, effectivement, c'est l'industrialisation qui n'est pas mature. Mais moi, j'ai le souvenir, et ça, je ne trahis aucun secret en disant qu'au niveau, par exemple, du CESE, il y a un rapport qui dit, lorsque effectivement le Maroc s'est donné comme mission quelque part la station Nour 1, 2, etc., on a voulu produire de l'électricité, être dans justement ce verdissement de l'économie. Bilan aujourd'hui sur les technologies, il y a eu un shift au niveau mondial et nous produisons l'électricité à un coût qui est relativement cher. Je parle sous votre contrôle à vous tous, c'est vous les ingénieurs dans l'histoire. On perd chaque année 800 millions de dirhams, à peu près. La technologie change. Est-ce qu'on peut miser aujourd'hui sur l'hydrogène vert au risque de voir un nouveau shift s'opérer? Alors, je ne suis pas spécialiste du tout de l'énergie telle qu'elle est aujourd'hui. Je parle de l'électricité, des projets qui sont faits par le Maroc, je ne peux pas les commenter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un consensus général par rapport à l'hydrogène vert, parce qu'en fait, les 4 typologies donc de technologies qui sont là pour la production du SAF, on en a vu, la première est basée sur les huiles de cuisson et les huiles végétales. Donc c'est une production qui est relativement réduite. Par exemple, si vous le faites ça au Maroc, vous pouvez produire au maximum 35 000 tonnes. Donc il y a un investisseur qui est aujourd'hui intéressé par cette technologie. Vous ne pouvez pas passer à l'échelle. Et c'est la seule vraiment technologie parmi les 4 qui existent. Les autres, c'est basé sur l'un Fischer-Tropsch, donc des déchets, par exemple, agricoles qui sont, donc, avec lesquels on peut produire du SAF et de la biomasse. Et le troisième qui est l'éthanol. Et l'éthanol, on connaît tous les sources, ce soit du maïs, soit de la canne à sucre. Et donc, c'est des ressources qui sont limitées. Et les engagements qui sont pris à très haut niveau par toutes les compagnies aériennes qui font qu'il n'y a pas donc de solution que l'hydrogène vert. C'est pas le même, je pense, je ne suis pas un expert dans la partie électricité, mais ce n'est pas la même variété de technologies qu'il y avait entre le entre le photovoltaïque, entre les autres technologies. En tout cas, sur ça, il y a un consensus général pour l'instant que la seule technologie qui est possible pour un développement à grande échelle, c'est le SAF à base d'hydrogène vert. En tout cas, merci beaucoup, Tariq Chabrouk de la RAM. Peut-être passer la parole à Saïd Chandit de l'ONCF. Saïd qui a une présentation qu'il présentera d'abord, et puis par la suite, on entamera avec lui une série de questions avant de donner bien sûr la parole à la salle. Salam alaikum jamian. Tout d'abord, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui, ce soir, dans le cadre de de ce débat très important et structurant. Et l'objectif de ma présentation, c'est de vous donner un goût sur l'importance du secteur ferroviaire et comment il contribue d'une manière, globale dans l'amélioration de la mobilité durable au sein de notre pays. Vu la contrainte temps, je vais essayer d'aller rapidement. Tout d'abord, il convient de souligner, comme vous le voyez à travers les statistiques qui seront affichées, c'est qu'à travers le monde, et selon les statistiques de l'Union internationale des chemins de fer, le ferroviaire, par essence, il est connu par son histoire et ses progrès technologiques, je dirais, en tant que mode stratégique, vital, et comme l'attestent les chiffres d'ailleurs qui sont affichés, il présente plusieurs avantages en termes de mobilité durable. Tout d'abord, sa qualité de transporteur de masse par excellence. Également, son niveau inégalé de sécurité et de sûreté. En termes de transport de masse, comme on l'a vu à travers les chiffres, un train de voyageurs est l'équivalent de 160 voitures, par exemple. Un train fret, il correspond à 60 camions. Et je vous laisse deviner ce qu'on est en train d'économiser en termes d'émissions de CO2.
L'autre aspect, c'est la préservation de l'environnement et le coût externe qui est très faible pour la collectivité. Et si on le compare aux autres modes, c'est 9 fois moins que les autres modes routiers. En plus de son économie d'énergie et d'espace, l'économie d'énergie, on est environ à 1%, moins de 1% en termes de consommation au niveau du secteur d'une manière générale. Aujourd'hui, il faut dire que 90% des trains électriques, de nos trains électriques, aujourd'hui circulent à énergie verte, ce qui est important et un changement radical, voire même une transformation qui a été opérée depuis 2023 pour aller dans cette stratégie de développement durable d'une manière générale et s'inscrire dans la stratégie de notre pays, la stratégie volontaire de notre pays en la matière. Peut-être un autre aspect que j'aimerais partager avec vous, c'est que en matière de durabilité toujours, c'est grâce aux initiatives et actions que nous avons menées, notre empreinte carbone est réduite d'année en année en dépit de l'augmentation, Dieu merci, du trafic. Comme vous le voyez à travers les chiffres, nos émissions de gaz à effet de serre se sont régressées de 20% entre 2022 et 2023, avec une empreinte carbone qui est limitée en fait à 0,47% des émissions nationales et à 2,6% de celles du secteur transport, ce qui démontre en fait l'efficacité du modèle ONCF dans la transition écologique d'une manière générale. Et il faut dire que d'où l'importance d'aller vers les modèles, les modes de transport collectif, le transport commun. D'ailleurs, c'est un choix volontaire de notre pays et on le constate à travers les investissements qui ont été réalisés, l'accélération des investissements opérés au cours de notamment ces 2 dernières décennies en matière de développement du transport collectif pour lesquels notre pays a mobilisé quelque chose comme 400 milliards de dirhams au cours des 2 dernières décennies. Maintenant, si je prends le cas, il y a tout un certain nombre de projets qui ont été réalisés dans ce cadre. Parmi ces projets phares que je vais citer, c'est le cas de la grande vitesse, le projet de la ligne à grande vitesse. Ça, c'est le bilan carbone. Parmi les projets phares qui ont été réalisés en 2018, c'est le projet de la ligne à grande vitesse, comme je l'ai dit. Voilà, c'est un exemple édifiant en matière de développement technologique et en matière, je dirais, de migration vers un système de transport durable, viable sur les différents aspects et qui a marqué une transformation importante, comme vous le constatez à travers les chiffres, notamment en termes de préservation de l'environnement d'une manière générale et de développement durable. Nous continuons sur cette lancée pour l'avenir et notre programme, je vais directement au programme pour ne pas... Ça, c'est le plan Rail Maroc et ses retombées en termes de mobilité durable et en termes de développement des infrastructures et la contribution au transport aussi bien des voyageurs que des marchandises. Pour 2030 exactement, il y a toute une panoplie de projets sur lesquels nous sommes en train de travailler dans le cadre de la préparation justement à l'échéance de 2030. Parmi ces projets phares, il y a le projet de l'extension de la ligne à grande vitesse jusqu'à Marrakech sur 430 km et grâce à la libération de la capacité, cela nous permettra de développer de transport de proximité, transport régional de type RER, notamment au niveau des grandes agglomérations
concernés par par cette ligne, à savoir Rabat, Casablanca et Marrakech. Également, nous sommes sur un projet d'acquisition de 168 trains green. Ce sont une nouvelle génération de trains que nous allons acquérir dans le sens de s'inscrire toujours dans cette logique de développement durable et de la mobilité durable. Et nous profitons de cette occasion pour pouvoir installer au Maroc tout un écosystème de développement du ferroviaire, de l'industrie ferroviaire, au même titre et à l'instar de ce qui a été fait au niveau du secteur de l'automobile et de l'aéronautique. Tout cela ne manquera pas d'avoir des retombées, je dirais, significatives en termes de préservation de l'environnement. Il y a toute une panoplie de gares qui seront réalisées également avec la logique toujours développement durable. Et les retombées ne manqueront pas de se sentir sur les différents registres dans le cadre de notre stratégie de développement durable. Peut-être pour appréhender ces projets d'une manière, je dirais, palpable, je demande à la régie de passer une petite capsule de 2 minutes pour pouvoir appréhender ces aspects. Six années après le lancement et la réussite incontestée d'Al-Bouraq, une nouvelle mutation d'envergure se profile pour le secteur ferroviaire marocain et le Maroc, avec pour perspective une mobilité durable et une connectivité efficiente des territoires. Une ligne à grande vitesse d'une longueur de 1500 km va en effet traverser le Maroc pour se déployer selon 2 grands axes. Une ligne atlantique de Tanger jusqu'à Marrakech pour desservir Agadir, et une ligne maghrébine qui va de Casablanca à Oujda. Cette vision volontariste et stratégique émane de Sa Majesté le Roi. Une première étape de ce projet d'envergure a été réalisée. C'est la tranche Tanger-Kénitra. Aujourd'hui, c'est autour d'une seconde tranche, Kénitra-Marrakech, longueur 430 km. Elle vient reconfigurer l'espace-temps entre le nord et le sud. De Kénitra à Rabat Agdel, le tracé va traverser une zone urbaine de Salé, puis la vallée du Bourgreg par viaduc. Un tunnel souterrain de 3 km traversera la capitale jusqu'à la gare de Rabat Agdel. Le tracé de Casablanca à Rabat se dirigera vers les grandes gares de Casablanca et l'aéroport Mohamed V. Pour relier Casablanca à Marrakech, la ligne à grande vitesse passera par l'aéroport Mohamed V avant un raccordement en direction de Marrakech. Cette ligne, c'est aussi une assiette foncière d'environ 3500 hectares. 27 km de longueur cumulée de viaducs et la création de près de 300 ponts. La réalisation de nouvelles gares, la construction de 3 centres de maintenance et d'une dizaine de sites de remisage. Et enfin, l'acquisition de plus d'une centaine de nouveaux trains, dont une dizaine à grande vitesse, pour une enveloppe globale de 20 milliards de dirhams. Tout cela sous la houlette d'un management et d'une organisation projet créée à cet effet. Le projet mobilisera des dizaines de milliers de collaborateurs, que ce soit en interne ou en externe. La ligne Kénitra-Marrakech vient répondre à des enjeux nationaux, territoriaux et de mobilité, en réalisant des temps de parcours records. Tanger-Rabat, 1 heure. Tanger-Marrakech, 2h40. Rabat-Aéroport Mohamed V, 35 minutes. Marrakech-Aéroport Mohamed V, 55 minutes. Marrakech-Fès, 3h45. Kénitra-Marrakech impactera 4 régions qui représentent 58% de la population nationale. Région à fort potentiel contribuant à hauteur de 67% du PIB national. Avec 53 milliards de dirhams d'investissement initial consacrés à l'infrastructure, Al-Bouraq sera emprunté par plus de 12 millions de voyageurs dès sa mise en service. En parallèle, l'extension de la LGV permettra, dans l'esprit de la poursuite des projets structurants réalisés par l'ONCF, la création d'un vrai service de train de proximité sur toute la ligne conventionnelle, et ce, pour les régions de Casablanca, Rabat et Marrakech. La ligne atlantique donne ainsi un nouvel élan à Al-Bouraq dans sa conquête de nouveaux territoires, tout en permettant un nouveau déploiement du réseau ferroviaire national pour faire du train le cœur battant de la mobilité durable au Maroc et un des leviers du développement économique et social du royaume. Merci beaucoup.
Merci beaucoup aussi Saïd Chadid. Chendid, bon, alors est-ce qu'on peut parler de manière très claire, parce que franchement je découvre des chiffres que je ne connaissais pas, j'ai pas honte en tout cas d'étaler mon ignorance par rapport à ces chiffres-là, mais est-ce qu'on peut parler du mode de transport le plus écologique que nous ayons? Tout à l'heure j'étais en train de quelque part titiller et challenger en tout cas ce qu'avait dit Monsieur le ministre par rapport à l'électricité, la voiture, etc. Et je rappelais que 70% de l'électricité, ou 75% même de l'électricité venait de l'Jorf à travers justement le charbon. Là, on voit que l'électricité est à 99%, si j'ai bien suivi, 90% propre, donc c'est vert. Est-ce que clairement on est face à un cas d'école et surtout le cas le plus écologique en termes de mode de transport durable au Maroc? Effectivement, vous avez tout à fait raison. Lorsqu'on fait la comparaison au niveau de l'Union internationale des chemins de fer, le Maroc est pionnier en la matière. Je le dis bien, on est pionnier en la matière. C'est le premier réseau, tout d'abord arabo-africain, et on est classé parmi les 10 premiers en termes d'utilisation d'énergie propre. On est aujourd'hui à 90%, et grâce aux projets qui seront réalisés et la stratégie que nous avons mis en place, notre objectif stratégique, c'est atteindre la carboneutralité en 2030. Peut-être une deuxième question, même si les moyens techniques qu'on va essayer de faire avec les moyens du bord et essayer de manager au mieux qu'on peut. Vous avez parlé, et on a vu de très belles gares, Rabat, Tanger, etc. C'est très intéressant, et je me disais que le Maroc, c'est effectivement de grandes villes, mais c'est aussi le rural. Et en parlant de rural, dans la vidéo, ce que nous avons vu, c'est 3 villes satellites, 3 petites villes satellites, on parle de Bnimlal, etc., qui seront desservies. Et je voulais savoir, en termes de plan, qu'est-ce que vous prévoyez autant que ONCF pour l'accès des zones rurales aux services ferroviaires modernes, tout en étant toujours dans cette approche d'économie verte? Merci Simedi. Pour cette question, il faut dire tout d'abord que notre pays possède une vision de développement du ferroviaire afin de desservir les agglomérations de notre pays, et il s'inscrit dans le cadre ce qu'on appelle le plan Rail Maroc. C'est un schéma directeur de développement à moyen et long terme du réseau ferré national, avec l'objectif d'atteindre, desservir 90% de notre population. Aujourd'hui, l'une des limites de notre réseau aujourd'hui, c'est sa configuration. C'est un réseau qui n'est pas maillé, qui permet de desservir environ 50% de la population. Avec la réalisation progressive de ce schéma directeur, nous allons atteindre, en plus du réseau existant, le complément, c'est 3800 km de lignes conventionnelles qui intègrent justement ces petites villes, et également en plus de 1300 km de lignes à grande vitesse. Et avec l'effet réseau et le plan de transport qui sera mis en place, nous allons pouvoir desservir ces petites agglomérations. Alors peut-être aussi une question sur les critiques éventuellement que l'on peut voir sur certains réseaux sociaux ou au niveau donc de la population marocaine par rapport au prix, justement. Parfois on peut se retrouver face à des prix qui peuvent éventuellement être revus à la baisse. Est-ce que c'est un effort qui pourrait être fait par l'ONCF pour favoriser justement cette mobilité, ou est-ce qu'aujourd'hui on est sur des prix qui sont difficilement révisables, entre guillemets? Il faut dire que pour la question des tarifs, depuis 2018, lorsque Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a inauguré les grands projets structurants qui ont été réalisés, tels que Al-Borak et le développement, l'augmentation de la capacité du réseau conventionnel, l'ONCF a mis en place un système de tarification ILD, de manière à permettre à chacun d'acheter, s'il achète
auparavant le billet, il va bénéficier d'une réduction. C'est tout un système YLD qui a été mis en place. Et bien sûr, il y a des prix de promotion qui sont commercialisés également au fur et à mesure au cours de l'année. Alors peut-être pour finir, est-ce que vous avez une stratégie ONCF pour promouvoir l'intermodalité entre le tram, le tramway, le bus et faciliter justement cette... C'est une question très importante. D'ailleurs, je pense que tout le monde le constate à travers les nouvelles gares qu'on a mis en place. En fait, aujourd'hui, les gares ne sont plus un lieu de transit, mais un centre de vie, un centre multifonctionnel, mais leur conception, leur construction s'effectue en concertation, en étroite concertation avec les autorités locales de manière intégrée. Cette composante d'intermodalité est considérée la gare comme un pôle d'échange et on le constate, on a les bus, on a les taxis et on a tous les autres modes. C'est une complémentarité que nous mettons en place. C'est un concept aujourd'hui qui est en train de se généraliser. Il est en train de se généraliser. Est-ce qu'on peut se dire que, par exemple, on a des dates, vous savez, on a des échéances internationales importantes, on a la Cannes 2025, on a bien sûr le mondial, c'est un peu loin, vous me direz que c'est 2030, mais est-ce qu'en 2025, par exemple, les gens qui vont venir au Maroc pour assister justement à cet événement sportif continental, est-ce qu'ils pourront profiter de cette intermodalité? Bien sûr, ils vont en profiter. Tout d'abord, il y a les gares qui existent aujourd'hui. Celles que je viens de montrer, il y a une trentaine de gares que nous sommes en train de réaliser. Les travaux avancent, bon train, et dans cet esprit toujours d'intermodalité, de manière à prendre le citoyen ou bien le client du point en charge, du point A jusqu'au point B. Merci jusqu'à beaucoup. Sa destination. Hein. Merci beaucoup, si Saïd Chandid, directeur stratégique coopération et qualité à ONCF, l'Office national des chemins de fer. Peut-être passer la parole à Lassan Farhat, directeur de la stratégie de l'ONDA, qui lui aussi a effectivement une présentation à partager avec nous. Et puis par la suite, j'aurai le plaisir de le questionner sur un certain nombre de points avant de céder encore une fois la parole à la salle. Merci beaucoup, Mehdi. Je remercie l'Alliance d'avoir donc invité l'ONDA à cet événement important. Après les différents modes, l'aérien, le routier et le terrestre, donc l'aéroport qui est un centre d'échange au niveau national et au niveau international du flux de passagers. Donc je vais commencer juste pour présenter l'émission de l'ONDA pour les gens qui ne connaissent pas très bien l'ONDA. Nous avons deux grands volets. La fourniture du service de navigation aérienne, donc on est responsable de la sécurité des avions qui transitent, qui passent par le ciel marocain. Dans ce centre, on a deux centres de contrôle régionaux, l'un à Agadir, l'autre, le premier à Casablanca, le deuxième à Agadir. Donc il y a un personnel qualifié donc, qui est responsable de la sécurité de ces avions, mais aussi qui intègre une préoccupation donc, de réduction de CO2 en octroyant des routes directes ou des routes économiques à ces avions. Donc réduction dont bénéficient les compagnies aériennes qui survolent le territoire marocain. Une deuxième mission qui consiste en l'aménagement, la construction donc, d'aéroports. Le réseau aéroportuaire marocain, donc, on a 25 aéroports qui couvrent toutes les régions du Maroc. Donc, toutes les régions ont au moins un aéroport, d'autres en ont plus, telles que la région Tanger, Tétouan, Hoceima. Donc, les aéroports jouent leur rôle régional, leur rôle de catalyseur de développement économique et social au niveau de chaque région. Et c'est sûr que les représentants des régions en demandent plus, donc plus d'aéroports. Nous accompagnons donc le développement de ce schéma directeur aéroportuaire. À noter que nous avons 25 aérodromes, dont 19 qui accueillent un trafic international. Donc c'est un flux important qui transite par les aéroports. Une idée sur l'évolution de ce flux de passagers. On a eu un développement majeur depuis la signature de l'Open Sky avec l'Union européenne qui est intervenue en 2006.
D'ailleurs, c'était à l'époque d'un ministre, ingénieur stirlalien, Sirlab, qui était ministre à l'époque. Donc on a eu des taux de croissance qui vont sur la période 2004-2011 à 12%, sur la période 2004-2019 à 8,5%. C'est des taux qui sont très supérieurs à la moyenne mondiale qui est aux alentours de 5% donc, par an. Pour faire face donc, à ce flux important, donc, juste pour donner les chiffres de 2023, donc on a traité un trafic passager de 27 millions de passagers sur les aéroports marocains. L'année 2024, peut-être qu'on terminera à plus de 30 millions de passagers. En tout cas, c'est une croissance de 20%, c'est un trafic sans cesse croissant et qui va croître pour atteindre, d'après nos estimations, 60 millions de passagers à l'horizon 2030. Donc on doublera le trafic d'ici là. Donc pour faire en termes de connectivité, le Maroc est connecté à 54 pays par 70 compagnies aériennes à travers 423 routes internationales et 2019-2020 fréquences par semaine, donc qui atterrissent sur les aéroports. Pour accompagner donc ce développement et ce flux important, on a dû mettre en place un programme important d'investissement. Peut-être une quinzaine d'ouvertures de terminaux depuis 2007 jusqu'à 2021, avec un investissement important de l'ordre de 17 milliards de dirhams sur cette période, ce qui a permis donc de faire passer la capacité d'accueil de 12 millions en 2023 à 22 millions en 2010 et à 40 millions actuellement, et qui sera porté à 60 millions à l'horizon 2030. Des projets importants sont en cours, avec évidemment qui intègrent des préoccupations environnementales dans la structure des matériaux, dans la forme, dans les enveloppes à double pot qui vont donc être utilisées pour ces aéroports, tels que l'aéroport de Rabat-Salé, pour lequel on augmente la capacité de 5 millions de passagers, donc un nouveau terminal en plus du terminal existant, l'extension du terminal de l'aéroport de Tétouan pour porter sa capacité à 900 000 passagers contre 100 000 actuellement. C'est un aéroport qui a connu donc une croissance importante avec l'arrivée donc d'une compagnie low cost et qui se développe donc d'une manière notable. En plus de ces deux projets donc qui sont déjà en cours, il y a plusieurs projets majeurs qui sont planifiés donc pour répondre à la demande du trafic aérien, mais aussi satisfaire les exigences de l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Tout d'abord, à Casablanca, on injecte une capacité supplémentaire de 30 millions de passagers par la construction d'un nouveau terminal d'une capacité de 30 millions de passagers, qui sera d'ailleurs dédié à la compagnie Royal Air Maroc. Le développement de l'aéroport Marrakech pour porter à 17 millions de passagers, Agadir, Fès et Tanger, donc tout ça avec une enveloppe budgétaire, donc un investissement qui va dépasser les 25 milliards de dirhams sur la période 2025-2030. En termes de développement durable, donc nous avons 7 aéroports qui sont certifiés ISO 14001, 7 aéroports qui sont certifiés ACA, qui est le processus de certification du Conseil international des aéroports, qui a mis en place donc une méthode et une échelle de certification. 4 aéroports sont certifiés niveau 2, ça veut dire qu'ils ont fait le recensement de leur bilan énergétique et ils ont entrepris des actions pour atténuer leur empreinte carbone. Mais au niveau toujours de l'aéroport, il y a 3 autres niveaux. Au-delà du niveau 2, il y a le niveau 3, 4 et 5 qui font intervenir toute la communauté aéroportuaire. Nous allons entamer cette étape donc avec les partenaires, avec les compagnies qui fréquentent l'aéroport, mais aussi les sociétés d'assistance en escale. L'objectif, comme cela a été dit, est de nous inscrire dans l'objectif international du net zéro à l'horizon 2050. Ici, on a de la chance donc de réaliser ce net zéro bien avant l'horizon 2050,
par l'utilisation des SAF, parce que l'aéroport en lui-même n'est pas émetteur d'une grande quantité de CO2, mais surtout les compagnies aériennes qui fréquentent cet aéroport qui contribuent donc à ces émissions. Et comme a dit c'est Tariq Chbour, l'élément important pour les compagnies aériennes est l'utilisation de ce SAF, pour lequel des discussions ont déjà commencé au niveau du ministère du Transport et de la Logistique, mais auquel on doit fédérer toutes les parties prenantes, y compris le ministère de l'Environnement, et arriver à une réglementation donc, qui puisse définir les seuils à transporter par les compagnies aériennes, qui deviendront donc obligatoires, comme l'ont fait certains pays, mais de manière progressive. Voilà, merci beaucoup. Et je voulais dire aussi que nous avons un programme d'ouverture vers les énergies renouvelables pour introduire une part importante donc d'énergie renouvelable dans la consommation électrique des aéroports. C'est une étude qui est en cours en parallèle donc avec un audit de l'efficacité énergétique de ces installations aéroportuaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sidi Hassan Farhat. On va peut-être vous laisser vous installer et vous poser une question qui n'était peut-être pas forcément en lien direct avec ce que vous avez présenté et qui est une digression, pratiquement une digression par rapport au sujet principal. Il y a peut-être une pratique que beaucoup d'entre nous avons vécu dans notre chair, j'ai envie de dire, et avec un certain regret, à savoir, lorsque on est dans un aéroport, prenons l'aéroport Mohamed V, vous descendez de l'avion, vous avez une queue interminable, un manque de fluidité extraordinaire par rapport aux aéroports qu'on peut voir en Occident. De manière très concrète, est-ce que c'est une pratique qui sera durable ou est-ce que ça va changer? Normalement, la planification aéroportuaire tient compte des pointes horaires donc des passagers. Pardon? Aéroportuaire tient compte des pointes horaires des passagers. Normalement, les installations sont dimensionnées donc, pour accueillir un flux horaire à un horizon donné. Bon, mais vous comprenez que c'est le premier contact qu'on a avec le sol marocain lorsqu'on descend de l'avion. À la limite, nous, j'ai presque envie de dire c'est pas très grave, mais lorsqu'il s'agit de touristes et on met autant d'argent pour les faire venir, pour au final les accueillir dans des conditions qui parfois peuvent un petit peu être des points de douleur pour eux, le séjour s'annonce un petit peu compliqué. Et c'est quelque chose qu'on a vu sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, et on a l'impression que c'est un problème qui est insoluble. Est-ce que c'est une vue de l'esprit parce qu'on est tordu, ou est-ce que c'est une réalité? Auquel cas, comment vous allez l'adresser? Il y a plusieurs éléments qui contribuent à ça. Comme j'ai dit, normalement, les capacités aéroportuaires sont planifiées pour l'heure de pointe. Et aussi pour gérer un trafic dans des conditions de qualité continue toute l'année, ou à défaut, admettre 30 heures de non-qualité dans les aéroports qui peuvent arriver, parce que il se peut que des avions, disons, se décalent par rapport à leur horaire normal, qu'ils aient un retard et qu'on ait un afflux de 3-4 avions alors que les installations sont prévues pour 2 avions. Ça, c'est donc des éléments qui peuvent arriver. Normalement, nous coordonnons avec les compagnies aériennes, avec toute la communauté aéroportuaire pour absorber ce flux dans des conditions normales. Oui, je voulais juste dire que sur le plan... c'est des choses qui arrivent au niveau international quand les conditions de planification ne sont pas respectées, quand on a un chevauchement d'horaire qui arrive de temps en temps. Les process de traitement de passagers sont tout à fait normaux, que ce soit au comptoir passeport, au débarquement avion, les bus sont à l'heure, mais c'est souvent l'avion lui-même qui arrive en retard et qui se cumule à d'autres avions qui sont déjà en cours de traitement, qui arrivent à un dépassement de capacité. Le dépassement de capacité, nous le pilotons de très près. On a eu des cas qui ont fait l'objet d'articles dans la presse à Marrakech, par exemple, mais les projets que nous mettons en place sont justement destinés
à résorber ce déficit de capacité et à offrir une capacité beaucoup plus grande à des horizons tels que 2040, ce qui permettra de traiter les flux normalement donc, pendant ces périodes. Vous voulez peut-être réagir parce que vous êtes aussi un peu concerné, vous, au niveau de la RAM. Hein. Alors puisque la RAM veut réagir à Tariq Chebrouk, je voudrais juste rappeler quelque chose qui m'a marqué autant que journaliste. Hein, c'est le tweet de l'ancien ambassadeur UK, Thomas Riley. Thomas Riley avait publié un tweet en disant, en étant relativement assez virulent vis-à-vis de la RAM, c'est vraiment le genre de publicité qu'on n'aimerait pas revoir. Et il n'était pas le seul. Hein. Je parle d'ambassadeur en plus. Hein. Il n'était pas le seul ambassadeur. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le sujet c'est la durabilité, mais c'est peut-être des pratiques dont la durabilité n'est peut-être pas forcément espérée. Voilà. En fait, par rapport à la question des files d'attente, donc il y a 3 acteurs en fait principaux. Il y a l'aéroport. Donc là, tous les projets qui ont été présentés par Silhassan de développement aéroportuaire à terme pour résoudre en fait cette problématique de congestion à la base. Donc c'est quelque chose que en fait toutes les pouvoirs publics sont extrêmement sensibles pour préparer justement cette échéance de la CAN déjà 2025, donc à l'aéroport de Casa, et aussi donc la Coupe du Monde. Donc il y a des développements aéroportuaires pour décongestionner déjà, on va dire, ces zones d'arrivée. Ça c'est le premier partenaire. Deuxième partenaire, c'est les compagnies aériennes. Donc là, on travaille en parfaite coordination donc avec l'ONDA pour permettre en fait de lisser notre programme de vol tout au long de la journée. Comme ça, en fait, on évite des arrivées massives au même moment. Donc ça, c'est aussi de la coordination qu'on est en train de faire, plus des projets qui sont aujourd'hui faits avec les autorités pour tout ce qui est, on va dire, contrôle électronique. Il y a beaucoup de scénarios qui sont en cours d'étude, donc l'ONDA avec les autorités donc de contrôle passeport et les compagnies aériennes. On peut imaginer, voilà, le contrôle automatique, que ça soit levé pour les Marocains, digital, sur la base donc d'une identité virtuelle. Donc il y a énormément de projets en cours pour préparer cette échéance de Cannes 2030. Et c'est la question, elle est centrale et donc elle est coordonnée. C'est ça ce que je souhaite dire. On souhaite tous, bien sûr, ne pas avoir ce type de tweet. Il y en aura, mais l'idée c'est d'être en progression permanente. Et c'est, je dirais, les tweets, vous en trouvez pour toutes les compagnies aériennes, pour tous les aéroports du monde. L'idée, c'est d'en avoir moins et de pouvoir s'améliorer de manière continue. C'est ce qu'on essaie de faire modestement, donc avec l'aéroport, en coordination avec les autorités et les compagnies aériennes. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Vous voulez peut-être réagir, il me semble, la Beija Bousta du ministère du Transport, avant de donner la parole à la salle. Justement, vous venez de mettre le doigt sur une chose très importante, parce que je ne veux pas cantonner la discussion sur la mobilité durable, qu'elle soit une discussion industrielle. Est-ce que c'est l'électrique vert, ou bien on va attendre la discussion mondiale sur le passage vers le e-fuel? La mobilité durable, c'est au-delà de ça. Effectivement, le droit à la formation, le droit à un bon traitement dans les infrastructures de transport, qu'ils soient aéroports, qu'ils soient des gares routières, qu'ils soient des gares ferroviaires, est une phase très importante de la mobilité durable. Donc c'est la mobilité durable dans toutes ses phases, et écologique, et aussi sociale et économique. C'est ça ce que je voulais dire. Dans le prolongement de ce que vous dites, elle est aussi sociale, cette mobilité. Elle n'est pas juste durable, mais elle est aussi sociale. Elle doit répondre à un certain nombre d'impératifs. Aujourd'hui, quand vous voyez des villes comme Casablanca, au niveau des bus, je ne parle pas des nouvelles générations de bus, mais je parle des bus qu'on connaît tous, c'est-à-dire la masse. Il y a une catégorie de nos concitoyens qui peinent, mais véritablement, à utiliser ces transports publics. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap. Autant au niveau du tram, on a fait un travail formidable. Au niveau des bus nouvelle génération, le travail est formidable. Mais lorsqu'il s'agit effectivement de 80% des autres bus qui constituent l'essentiel, là, on se trouve, quand on est en situation de handicap à Casablanca, à Rabat ou dans une autre ville, où on se trouve dans une situation difficile et compliquée. Est-ce qu'au niveau du ministère du Transport, c'est un vrai sujet ou pas? D'autant plus que
le pourcentage de personnes en situation de handicap, surtout physique, est relativement assez important. Et effectivement, c'est très important et c'est une autre dimension également de la durabilité dans le transport. On travaille avec le ministère en charge de la femme et IDMES, je crois, sur un texte juridique où on rend obligatoire tous les outils qui rendent accessibles les bus, tout ce qui est autocar, bus et tramway, pour que l'homologation initiale de ces outils, de ces véhicules, soit déjà, tous les outils facilitant l'accessibilité soient déjà intégrés avant la mise en circulation de ces véhicules. Très bien. Merci beaucoup en tout cas à nos panélistes. Merci à Labaïja Bousta, c'est Tarek Chevrouk de l'ARAM, c'est Saïd Chendid de l'ONCF et c'est Hassan Farhad de l'ONDA.